fini, c'est fini ici. Le ministre de la Justice belge a refusé de répondre à nos questions. Il a refusé de libérer pour raison médicale Marcel. Un point qu'il est important de rappeler, Marcel n'a jamais avoué les crimes qu'on lui reproche. Il a toujours clamé son innocence. Il a eu des accusations assez absurdes. Par exemple, une des personnes l'a accusé de l'avoir violée le jour de son anniversaire de ses 15 ans. Or, cette semaine-là, Marcel a pu produire, parmi les pièces de sa défense, un certificat médical selon lequel il sortait de l'hôpital en chaise roulante avec une jambe qui venait d'être réparée, qui était pleine de broches. Où il y a un inversement des rôles, où les témoins sont accusés des crimes qu'ils reprochent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un menteur ou que tout a été inventé, ou alors qu'il est tombé dans un piège? Marcel Vervlozen a été condamné pour plusieurs viols de mineurs. Si les faits sont avérés, les 3 ans de prison sont insuffisants. En dessous de 3 ans de prison, il n'y a pas de prison effective. Il n'y a pas de prison ferme. Il y a une peine de substitution. Donc, il s'agissait bien de mettre Marcel Vervlozen en prison pour l'éliminer. Donc tu penses que Marcel a été condamné parce qu'il dérangeait? C'est ma conviction. Et cette conviction, je la base sur un document. C'est une lettre que l'un de ses accusateurs a signée avec le tampon du bourgmestre, où il reconnaît avoir porté des fausses accusations et d'avoir été payé pour accuser Marcel Vervlozen. On essaie de le faire passer pour un pédophile? Ah bon? Marcel Vervlozen aurait accumulé autant d'images pédophiles qu'il a essayé de remettre aux polices du monde entier pour son plaisir personnel. Dites donc, il est sacrément habile, cet homme-là, si c'est un perverse. Marcel Vervlozen, c'est un emmerdeur. Il a révélé, en pleine affaire du trou, des choses qu'il n'était plus possible de voir ou de montrer. Et il le paye. On l'a dit, c'est un emmerdeur, Marcel. Lorsqu'il révèle au grand public l'existence du CD-ROM en 98, de nombreuses informations lui parviennent du monde entier. Il en transmet certaines à plusieurs autorités européennes, dont la France. Ces informations pouvaient nourrir plusieurs dossiers d'instruction en cours. Mais le dossier Zandvoort est classé sans suite. Cette inertie va peser sur certaines célèbres affaires de pédocriminalité en France. En 2005, un méga procès débouche sur 62 condamnations à Angers. Zandvoort ne sera pas évoqué. Dommage. 5 enfants identifiés sur le fichier étaient de la région. Rappelez-vous aussi l'affaire des 7 jeunes filles disparues dans l'Yonne. 7 jeunes filles confiées à la DAS. Et l'enquête, enterrée pendant 20 ans, malgré l'acharnement du gendarme Jambert, cruellement isolée. Comment expliquer que 2 des disparus aient pu être reconnus sur le fichier de Zandvoort? On a eu d'abord Liliane Renaud qui a reconnu sa sœur. Liliane est une jeune femme très fragile, très touchée par l'histoire, mais elle a eu d'une certaine manière un flash, reconnu sa sœur de profil. Et puis ensuite, Francine Lemoine a reconnu sa mère. Elle était toute petite quand sa mère a disparu. Et une autre personne de la famille Lemoine a reconnu également la mère de Francine Lemoine. Donc ça faisait beaucoup de reconnaissance, d'une certaine manière, comme si ces jeunes femmes qui avaient disparu il y a longtemps renaissaient au travers de ces photos avec une sorte d'espoir. Puisqu'elles étaient dans un fichier, puisqu'elles étaient dans un CD-ROM quelque part, on pouvait espérer qu'on pourrait les retrouver. La comparaison entre les photos des disparus de Lyon et celle du fichier de Zandvoort est troublante, surtout celle de Bernadette. Les gendarmes ont dit qu'il s'agissait plutôt de garçons que de filles, et donc il y avait eu très certainement une erreur d'identification des familles. Encore une fois, comme toujours, l'enquête est orientée vers un seul suspect, Émile Louis, un chauffeur de car qui connaissait les victimes. Émile Louis avoue,
puis se rétracte. Mais un faisceau d'indices l'accable. Si les photos des 2 disparus apparaissent sur le fichier de la police hollandaise, la thèse du pervers solitaire est sacrément fragilisée. La piste de Zandvoort, écartée. Prédateur solitaire. Émile Louis est jugé et définitivement condamné. Comme Dutroux. Dommage qu'on n'ait pas posé la question. Si Émile Louis n'a jamais été un accro de l'Internet, comment expliquer que 2 des disparus se retrouvent identifiés sur le CD-ROM de Zandvoort ? Que ce soit en France ou en Belgique, on constate dans ce type de dossier toujours les mêmes refus d'enquêter, toujours les mêmes blocages, des lenteurs et finalement le même type de dysfonctionnement. C'est quand même curieux. Que reste-t-il finalement de l'enquête de Zandvoort? Un non-lieu global, des parents qui se sont tous trompés en reconnaissant leurs gamins et une concentration extraordinaire de sosies. Finalement, dans cette affaire, le seul condamné, ça sera Marcel Vervloezem. Un bilan qui ne permet pas d'être vraiment satisfait de la justice et qui peut même, on le comprend, susciter beaucoup de colère. Parce que dans ce dossier Zandvoort, comme dans d'autres, les grands oubliés, ce sont toujours les petites victimes, les enfants. Quand on regarde les milliers d'images du CD-ROM, on se surprend à penser que le phénomène pédocriminel est profondément sous-estimé, alors qu'il pose, et il faut le dire, un véritable problème de santé publique. En fait, depuis quand se préoccupe-t-on de l'état des enfants ? Évoquer les réseaux pédocriminels vous classe très vite dans la catégorie des crédules, voire des comploteurs. J'en sais quelque chose. Croire ou ne pas croire au CD-ROM, telle n'est pas la question. Le CD-ROM existe. Les enfants du CD-ROM ne sont pas virtuels. On les voit violés. Sauf à nous apprendre que ces victimes ont été retrouvées, personne ne peut affirmer qu'elles ont été activement recherchées. Comment expliquer cette indifférence ? À bien y réfléchir, la prise en compte de la maltraitance des enfants, ça remonte à quand ? Depuis quand en parle-t-on ? Quand j'ai commencé à faire de la prévention des agressions sexuelles, en 86, on me disait « mais c'est dans les milieux ruraux ». Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est des fantasmes. Toutes les petites filles ont toujours rêvé d'être sautées par leur papa. Ça n'existe pas. Et puis les enfants, ça ment. C'était ça la petite musique jusqu'au milieu des années 85. Présidente du collectif féministe contre le viol, le docteur Piette mène un combat patient et tenace. Pour elle, le silence qui entoure les violences sexuelles subies par des enfants n'a rien d'étonnant. On n'est pas en train de croire que ça existe. Donc si ça n'existe pas, il n'y a rien à faire. C'est plus sortir, je dirais, de la guimauve qu'on a tous les humains dans la tête, où on a envie d'être gentil avec les petits-enfants et de penser qu'avec les petits-enfants, on ne fait que des choses agréables et sympathiques. C'est ça l'idée qu'on a. Et penser aux affreuses choses qu'on fait sur les enfants, c'est dérangeant. Donc plutôt, on ne les voit pas. Et ce n'est pas une question de moyens, ou alors ça serait des moyens de formation, etc. Mais c'est plus sortir de cette guimauve qu'on a tous. C'est au cours d'une visite dans une classe que Jean-Pierre Alexandre, inspecteur de l'éducation nationale, découvre la gravité d'une situation qui lui avait complètement échappé. Près de mon bureau, il y avait une classe de perfectionnement, classe où l'on regroupe les élèves en grande difficulté scolaire, qui ont donc de très grandes difficultés, voire incapacités à faire les apprentissages. Je suis allé inspecter la maîtresse, à sa demande d'ailleurs. Nous avons constaté, en examinant les dossiers, qu'il y avait de façon certaine, sur 12 enfants, 4 enfants qui avaient été victimes d'abus sexuels caractérisés. 4 sur 12, ça fait 30%. Ça a été un choc pour moi, et je pense que ça a été le point de départ essentiel de toute ma réflexion. Dans cette circonscription que j'avais en charge, à faire entre 10 et 20 signalements par an. Donc, signalements de soupçons d'abus sexuels sur ces enfants dans le cadre familial. À l'échelle du département, cela ferait plus de 250 enfants victimes chaque année. J'ai été mal vu de certaines structures parce que je signalais trop. Je dis au moins, je pèse mes mots, au moins la moitié des enfants en grande difficulté d'apprentissage, souvent classés, le mot est terrible, classés, hein, souvent classés débiles légers ou débiles moyens, donc QI en dessous de 80, ont été victimes